Bonjour à tous, mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien branchés sur la radio Héritage, la radio sans frontières. Bienvenue dans ces programmes Héritage Matin, la réalisation et la mise en onde de Gervais Tungombayo. Devant ces micros, vous reconnaissez la voix de Ruth Koutemba. Grande image de vous savoir nombreux sur vos postes récepteurs en train d'écouter, en train de suivre, en train justement d'être scotché à cette tranche matinale. Alors pour aujourd'hui, nous allons justement parler éducation, comme je l'ai annoncé. Nous allons revenir sur cette décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'était lors de son interview accordée à nos confrères de la radio télévision nationale congolaise de Kinshasa. C'était les dimanches où il a promis la mécanisation au moins de 300 enseignants de doctorat thèse d'ici le mois prochain. Alors nous allons en parler avec le professeur Janon Piana, qui est désormais un habitué à ces programmes. Professeur, bonjour. Bonjour mademoiselle, bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre présentement. Nous espérons que vous êtes bien portant, professeur. Très bien, très bien. Avec vous, nous allons parler de ces sujets qui intéressent non seulement vous en tant qu'enseignant, mais aussi les étudiants. Mais bien avant de poursuivre, nous allons prendre cette intervention des moyens de Zangui et puis nous allons poursuivre. Tout le monde est conscient que nous avons un problème dans ces pays de formation des médecins. C'est un constat général. Nous avons, dès la prise de fonction, envoyé une mission de viabilité dans tous les pays. Et donc nous disposons de fiches sur la viabilité de chaque faculté de médecine comme ministère de l'enseignement supérieur universitaire. En dehors effectivement de notre étude, le ministère de la Santé et le Conseil de l'ordre des médecins a aussi diligenté une autre étude. Toutes les deux études ont démontré la même chose. Donc sur base des critères objectifs, des critères qui sont édictés par la loi, nous avons effectivement établi un contrôle qui nous permet de classer certains établissements dans la poubelle des non viables. Et nous ne pouvons pas permettre en tant que ministre que des médecins, déjà qui vont manipuler nos corps, puissent être formés dans de mauvaises conditions. Et d'ailleurs, je vais ajouter que notre pays, qui était le plus grand pays formateur de médecins d'Afrique, les médecins congolais, si vous arrivez en Afrique du Sud, vous allez trouver dans tous les autres pays qui nous entourent. Aujourd'hui, nous avons perdu des valeurs, au point que dans certains pays, un médecin qui vient de la RDC doit refaire encore 2 ans pour pouvoir exercer une fonction. Et donc, il est de notre intérêt, de l'intérêt de la République, que nous puissions remettre ce secteur dans l'ordre pour que nous puissions retrouver notre prestige. Et là, vous venez d'y suivre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Zangui, qui s'exprimait sur les antennes de nos confrères de la radio télévision nationale congolaise. Vous l'avez suivi, il est revenu sur cette décision prise en rapport avec la fermeture des facultés de médecine jugées non viables. Professeur Janon, bien avant d'amorcer l'autre sujet et entrer à la mécanisation des enseignants, vous avez suivi religieusement l'intervention de l'autorité de tutelle. Quelle est votre lecture? Bon, je pense que son Excellence, Monsieur le Ministre, fait son travail normalement, cherche à faire comprendre à tout le monde le bien fondé de cette mesure. Pas de fermeture, comme les gens sont en train de le dire. Nous sommes respectueux des tests et des lois. Notre circulaire parle de l'interdiction des inscriptions dans des universités jugées non viables. Et comme je vous ai toujours dit, dans le chef de son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est d'inciter ces universités, comme la vie humaine est sacrée, d'avoir le nécessaire comme condition pour essayer de continuer à former le médecin. C'est ça le sens, mais quand on interprète dans les réseaux sociaux, ça crée un peu beaucoup de problèmes. Et même dans les états généraux, on revient souvent à citer l'ordre de médecins que je n'ai pas vu participer dans un panel parmi les 7 panels qui ont fait leur rapport lors du plénière après avoir travaillé dans des ateliers comme toujours, comme on le faisait pendant les états généraux.
Et il n'y a eu même aucune intervention. Ils ont fait le rapport et tout ça. Et voilà que quand on prend une décision par son Excellence Monsieur le Ministre, qui doit nécessairement avoir une base juridique, légale, et à ce moment-là, je me réfère au contrôle de viabilité, qui n'ont rien à voir avec le contrôle de l'ordre médecin, parce que le contrôle de viabilité, c'est légal, c'est dans les tests pour chaque institution universitaire. Et voilà que cette note circulaire-là crée un peu beaucoup de panique et tout ça, mais je pense que il y aura des mesures d'accompagnement. Je l'ai encore dit dans une émission ici. Il y a des mesures qui vont suivre parce qu'il y a des étudiants de promotion montante de toutes ces facultés-là et toutes ces universités à problème. Et ceux qui peuvent venir dans laps de temps, j'ai vu le gouverneur de certaines provinces se déplacer à Kinshasa pour essayer de prendre au sérieux la décision et rendre ces universités viables dans laps de temps. Mais s'il le fait, je pense bien que pour l'année académique 2021-2022, le ministre peut passer encore par la rouverture d'autres facultés de médecine. Et les différents gouverneurs ont pris acte de ces décisions, parce que je suivis même Fifi Masuka, qui est vice-gouverneur et gouverneur intérim de la province du Lualaba, qui a pris acte de ces décisions et a promis de faire mieux pour en fait, les années à venir. Oui, je pense que c'est ça la bonne manière de faire les histoires pour essayer d'encourager son Excellence Monsieur le Ministre à redresser, requalifier, relever et innover le système universitaire en République démocratique du Congo. Et ça, c'est très très important. Si chaque gouverneur doit prendre au sérieux, et quand je parle de gouverneur, il ne faut pas qu'ils prennent seulement au sérieux les universités publiques de l'État, parce qu'il y a des partenaires privés aussi qui accompagnent l'État en matière d'éducation. On doit essayer un peu d'élargir cette façon de faire les choses. Je pense bien que cette situation sera décantée et certaines universités seront sous tutelle des universités mères. Je l'ai dit encore la fois passée, par exemple l'université de Kinshasa, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa peut superviser les autres, même par un contrat de partenariat pendant 5 ans pour essayer de les aider, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kisangani. Ils peuvent même le faire à distance. Nous avons parlé de la numérisation de l'issue pendant les états généraux. Je pense bien que toutes ces universités-là, elles ne doivent plus s'agiter et se mettre au travail, rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre qui reçoit presque tout le monde dans l'objectif d'essayer de travailler sur toutes ces décisions-là, et je pense bien que ça peut permettre à ce que nous puissions facilement avoir une nouvelle université en République démocratique du Congo qui forme de médecins conscients de faire leur travail normalement. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas que les gens cherchent à en vouloir son Excellence Monsieur le Ministre, et que les journalistes aussi cessent à faire les commentaires pour montrer totalement que le ministre a raison. C'est un problème, ça blesse, ça fait très mal. Vous avez une université où vous avez 2000 étudiants et que l'État devrait aussi encourager les privés. Voilà, 1000 étudiants en faculté de médecine et on interdit l'inscription. Vous voyez ce que ça fait? Vous avez des personnels administratifs et ouvriers, tout ça. Ça compte sur le privé et c'est quelque chose qui surgit, ça fait très mal. Et les mesures d'accompagnement vont permettre à ce que tout se passe normalement et que cela soit encadré surtout par l'État. Et je demande à l'État personnellement d'ouvrir aussi les sur les universités privées, surtout en les encourageant. On a passé cette pandémie ici, on n'a pas vu l'État soutenir les universités privées. Pourtant, c'est cette même population que l'État compte, que ce soit dans le privé, que ce soit aussi dans le public. Ça, c'est très important à retenir. C'est très important, mais nous espérons que dans un bref délai, l'autorité des tutelles va devoir rendre public les modalités de réorientation des étudiants qui, justement, qui se trouvaient en fait dans des universités qui ont été fermées, ou des facultés de médecine, de manière à leur permettre de bien préparer l'année académique prochaine. Oui, je sais que les mesures là, moi je vais suggérer en avance quelque chose parmi les mesures d'accompagnement de cette note circulaire. Il faut peut-être se baser sur ce qui a été dit dans les états généraux.
vous voyez, créer un système de parrainage. Il y a combien de facultés de médecine? Il y a combien d'universités qui organisent la faculté de médecine dans la ville de Lubumbashi, par exemple? Dans la ville de Kinshasa, je prends un exemple Kisangani. Vous voyez combien de publics, combien de privés. Si on trouve par exemple que dans la ville de Lubumbashi, je prends un exemple, 5 universités organisent la faculté de médecine et que nous avons l'université mère qui est l'université de Lubumbashi, avec une faculté de médecine viable. À ce moment-là, on peut créer un système de parrainage, par exemple, où les doyens de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi peut aussi avoir une même mise sur ces facultés. En déléguant certains professeurs ou aussi. Ou déléguant certains professeurs. Parce que si on dit, on laisse la possibilité seulement à la faculté de médecine de former, je pense bien que la faculté de médecine n'aura pas la capacité de prendre tous les étudiants qui chercheront à faire la médecine. Parce que les gens supposent savoir qu'en région du Congo, nous avons déjà un nombre suffisant de médecins. J'ai suivi ici, on parle de 4500 médecins. Je ne sais pas l'année, mais regardez la population voisine, déjà 5 millions d'habitants. C'est-à-dire, il ne faut pas voir le médecin dans les villes urbaines, il faut voir aussi dans des contrées. Et quand vous faites 45 km de Lubumbashi, vous trouverez que ce sont des infirmiers qui sont en train d'opérer. La fois passée, j'ai déjà fait plusieurs interventions. Il y a les gens qui sont docteurs, plus de 10 ans dans ces pays. Il y a les gens qui ont été nommés même professeurs associés, plus de 10 ans dans ces pays, mais ils touchent le salaire comme un assistant, les autres comme chef de travaux. Ça fait très mal. Ça, c'est le tout premier problème. Deuxième problème, il y a même des docteurs à thèse dans des universités privées, où leurs thèses ont été homologuées, où certains leurs grades académiques ont été homologués, qui sont du privé, mais qui ne sont pas, qui ne touchent pas le salaire qui provient de l'État congolais. C'est aussi un problème à essayer de résoudre. Pourquoi ne pas faire en sorte que, docteur Jeannot, permettez, pourquoi ne pas faire en sorte que, dès lors que vous soutenez votre thèse, le mois prochain, directement, vous êtes mécanisé? En tout cas, avec l'expérience de ces pays, et avec les politiques congolais, c'est vraiment compliqué. C'est très décevant. Ça fait honte. Alors, et quand vous quittez la RDC, vous allez soutenir une conférence ailleurs, vous avez même honte de déclarer votre salaire. Mais si le ministre doit prendre une telle décision, pour quand on dit mécaniser, on mécanise et les salaires sortent. Il ne faut pas, on reste à faire. Et il est membre du gouvernement. Je pense bien que il doit prendre ses responsabilités en tant que ministre pour faire accepter cela dans les conseils des ministres et instruire sur les champs par son excellence monsieur le premier ministre, les ministres de budget, pour que le mois prochain, par exemple le mois d'octobre ou le mois de novembre, qu'on puisse voir nécessairement ces 300 docteurs à thèse être mécanisés et être payés. Ça c'est vraiment une demande particulière que nous faisons, parce que tout le monde nous suit, même le président de la République, même le premier ministre, même certains membres du gouvernement, tout le monde est en train de suivre. Et c'est très important, la déclaration que son excellence monsieur le ministre a fait sur le plateau de la RT, c'est une chaîne nationale, s'engage la République et nous sommes obligés tous de commettre un accord pour que cette déclaration faite par son excellence monsieur le ministre soit mise en application, et ça sera très très important. Ça c'est le tout premier point. Deuxième point, le ministre a parlé de 300 docteurs à thèse, mais c'est quel docteur à thèse? Parce que il y a plus. Si on doit faire des calculs normalement jusqu'à ce stade, on doit avoir plus de 300 qui ont déjà soutenu. Et puis si dit 300, c'est un peu vague, de quelle année à quelle année? Voilà, c'est comme ça que je disais, si son excellence monsieur le ministre veut sélectionner 300, on doit suivre l'ordre. On doit suivre l'ordre à partir de quelle date, c'est-à-dire l'ordre de la soutenance de votre thèse. Je pense que ça sera très important, parce que ça sera très compliqué voir quelqu'un qui a soutenu une thèse aujourd'hui d'être mécanisé, et celui qui a fait il y a 5 ans, ça va encore créer des problèmes. En tout cas, ça c'est un aspect qui est oui, alors on doit essayer vraiment de réfléchir tout à tout. Et s'il y aura peut-être possibilité pour essayer d'encourager aussi les secteurs privés, parce que les secteurs privés, quand on parle des professeurs, les professeurs proviendront d'où? Vous avez soutenu votre thèse dans une université privée, on ne veut plus légaliser cette thèse pour être nommé DEA et être nommé PA. Vous pensez que les universités privées auront des professeurs? N'auront pas de professeurs. Tout à fait. N'auront pas de professeurs. C'est-à-dire,
dans cette histoire-là, il y a beaucoup de problèmes et quand on commence des débats comme ça, on ne les termine pas souvent. On ne les termine pas souvent. Pourquoi l'État ne peut pas prendre une décision, par exemple, lorsque vous êtes déjà jusqu'au niveau des chefs de travaux dans une université privée, vous pouvez être mécanisé et payé par l'État. Parce que nous formons nous tous la jeunesse congolaise. Exactement. Vous voyez, les élèves qui proviennent des universités et des écoles privées, n'est-ce pas, qui prennent des inscriptions dans des universités officielles. Pourquoi on ne les refuse pas? Pourquoi on ne dit pas que vous venez des écoles privées, restez seulement dans des universités privées? Mais au moment où il faut mécaniser, on prend seulement l'État. L'État fait abstraction des autres. Et du moment, il n'y a même pas de subvention pour des universités privées qui proviennent de l'État congolais. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est comme ça que nous disons, nous avons déjà fait un pas avec les États généraux. Regardons ce que nous pouvons dans un premier temps appliquer et avoir des résultats à court terme. Et dans la suite, comme son Excellence, Monsieur le ministre, avait promis qu'après chaque 5 ans, on pouvait commencer à faire des états généraux pour essayer de travailler sur, travailler sur tous ces problèmes-là et avoir un enseignement de qualité en République du Congo. Ça, c'est très important. Et c'est bien que si on nous suit, même par son Excellence, Monsieur le ministre, même par le chef du gouvernement, même par le chef de l'État, je pense bien qu'ils sont devant leur propre responsabilité de décanter cette situation pour que l'enseignement au niveau universitaire puisse être très bien apprécié en République du Congo. Alors ici, je ne sais pas, ce qu'il faut dire que la plupart des décisions prises souffrent de la mise en vigueur parce qu'elles seraient prises d'une manière un peu précipitée. Je vais un peu revenir sur ces décisions récentes en rapport avec la mécanisation des 300 enseignants. Bon, nous pouvons quand même supposer, je ne sais pas si ça a été fait, que le ministre avec son équipe ont pris le temps d'analyser soigneusement, délicatement en fait cette question en disant que s'il faudrait que nous mécanisions 300 enseignants, ce sera à partir de quelle année, de manière à ne pas léser certains. En tout cas, j'espère qu'ils vont tenir compte de cet aspect des choses parce que sinon, je me demande, il y aura des recours pour être mécanisé, professeur Janos, qui ont aussi des recours qu'on introduit. Je vous dis, il y a même des omissions. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait ma thèse, de doctorat. Je suis dans le secteur privé, je ne suis pas dans le secteur public. C'était en quelle année déjà? En 2020. Vous voyez, j'ai dit par exemple, la procédure c'est faire homologuer d'abord les diplômes que j'ai. Vous voyez, c'est ça la procédure. Exactement. Et la possibilité de déposer ça au conseil d'administration pour être... Tu vois, il y a toute une procédure à suivre. On ne le fait pas comme ça. Et vous voyez, des fois, vous arrivez avec ça là-bas, bon, on commence à dire, non, vous avez fait... Parce que chez nous, il y a des réalités que vous ne comprenez pas. Vous avez fait la thèse, vous voyez quelqu'un surgir, bon, ou quelqu'un, où ces articles étaient lus par son oncle, il cherche à faire des commentaires sur une thèse de doctorat d'un professeur. Je vous dis, bon, dans ce pays, on assiste à des choses, c'est parce qu'il se retrouve dans une institution publique, ou peut-être c'est pas recommandation qu'il s'est retrouvé là-bas. Nommé assistant de premier mandat, ces articles ont été lus par son oncle professeur. Deuxième, après, il est nommé chef de travaux, bon, il est parrainé par quelqu'un demain, docteur, nommé, bon, il prend cet orgueil, pour cela, bon, en connaissant ce que je suis en matière d'enseignement, je n'ai pas commencé l'enseignement aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans dans l'enseignement, c'est-à-dire j'ai une expérience assidue en matière d'enseignement. Ma thèse que j'ai, ça me suffit et je suis en mesure de faire l'essentiel par rapport à ce que je pense pour le système éducatif en République du Congo. Je pense bien que j'ai fait confiance au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre et tous ses collaborateurs conseillers, parce que ce sont des gens qui ont une expérience au niveau de l'enseignement. Je parle souvent avec la plupart des conseillers de son Excellence, Monsieur le ministre. Je pense bien qu'ils sont en train d'étudier cette question. Parce que dans le 300, je vous assure que si on ne tire pas très attention, il y aura un cafouillage terrible. Vous allez voir quelqu'un qui a soutenu la thèse il y a longtemps, et il ne sera pas mécanisé, et celui qui a été nommé même PA il y a des années, il touche les salaires comme un assistant, comme un chef de travaux, il risque de rester avec le même salaire et que celui qui a soutenu la thèse hier être mécanisé et payé auto. Et tout ça, ça doit vraiment être étudié d'une manière très approfondie par le directeur des cabinets de son Excellence, Monsieur le ministre, et tous les conseillers qui sont dans le cabinet, pour que lorsque la liste va sortir et que ces gens soient mécanisés, que nous tous, nous soyons contents de ce qui va se faire et qu'on n'oublie pas souvent le secteur privé qui est souvent marginalisé au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. En tout cas, j'espère qu'il y aura la méritocratie, donc il y aura pas de favoritisme. Et puis, s'ils peuvent déjà rendre public les critères
pour que vous soyez mécanisé comme ça. Chacun saura c'est situé. Donc si on dit on va mécaniser les enseignants allant par exemple de 2000 je ne sais pas 14 jusqu'en 2021, tant pis, comme ça ceux qui auront ceux qui auront défendu ceux qui vont défendre les années suivantes vont justement je voudrais aussi ajouter un mot. Il faut mécaniser et réajuster aussi le salaire des enseignants. Il ne faut pas mécaniser les gens pour leur laisser être payés, je ne sais pas, 2 millions de francs congolais ou 1 million de francs congolais. Non. Parce que nous avons traité ça dans les états généraux. Parce que les états généraux doivent être accompagnés par le gouvernement. Vous voyez, c'est-à-dire, on a traité les questions sur la gestion des ressources humaines, de personnel de l'issue, et on doit voir cette question-là. Hein, mademoiselle, en tout cas, permettez que les gouvernements puissent prendre conscience de valoriser les enseignants du Congo. On ne peut pas comprendre un professeur ordinaire, un professeur émérite, qu'on néglige à être considéré dans ces pays. Mais ça fait quand même mal. Vous voyez un professeur, il a soutenu sa thèse il y a même 2 ans, 3 ans, il touche un salaire d'un assistant. Vous avez un CT il est devenu depuis, je crois, 3 ans, mais il touche le salaire d'un assistant. Ça c'est très compliqué. Donc, et un professeur ordinaire, un professeur qui marche à pied. Quand je dis conditions là, on mécanise les 300. Et on leur donne même des véhicules qui peuvent les permettre comme moyen de transport, par exemple. Je vais aller donner cours ailleurs, je monte le taxi bis avec un étudiant. Et un étudiant fait sortir les 500 francs pour me payer les transports. C'est une corruption, ça. C'est ça. Est-ce qu'avec ça, on peut considérer l'enseignant? Non. En tout cas, je pense bien que son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes en train de l'appuyer. En tout cas, il doit faire un effort pour faire comprendre au gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport au personnel académique, le personnel scientifique et le personnel administratif de l'État. On doit quand même remettre, quand on dit, j'ai suivi son Excellence, Monsieur le Ministre, dans l'ancien temps, les gens venaient se faire soigner ici. Parce qu'on avait des médecins de qualité. Et tout ça compte. Ce qui forme le budget de l'enseignement, quand vous prenez les états généraux, on a fait une étude sur ça. Donc il y a des moyens qui doivent être réunis pour C'était 25%. Mais actuellement, le budget, dans le budget national, la portion qui revient à l'issue, ce n'est même pas 2%. Ce n'est même pas 2%. Et tout ça, on pense qu'on va former des très bons médecins. Les gens qui vont former ces médecins-là proviendront d'où? Il y a un problème un peu complexe qui demande à ce que les gouvernements puissent prendre ses responsabilités. Même à partir d'un PA, même si on ne va plus vous donner les jeeps qui coûtent des 10 000, 20 000 dollars, même que ça soit même 5 000 dollars, on vous donne quand même un moyen de transport, on vous donne quand même une maison pour vous loger, on vous donne le moyen pour scolariser vos enfants. Vous viendrez dans l'auditoire, vous n'allez pas vous acharner sur les syllabis, vous n'allez pas vous acharner sur les TP. Il faut en tout cas insister parce qu'il y a des professeurs qui font souffrir les étudiants. Le ministre a pris l'instruction ici, une autre circulaire pour interdire la vente des syllabis. Est-ce que vous pensez vraiment que cette décision tenue, cette décision-là a créé des problèmes? Moi, j'ai vu des professeurs qui venaient donner cours, je m'excuse de citer les noms. Il se plaint d'avoir un moyen de transport. Dans la ville de Lubumbashi, ici, il y a des gens qui restent au-delà de 10 km, 15 km. Ils doivent donner cours à partir de 7h30, il n'a pas un moyen de transport. Ce sont ces syllabus-là qui les permet même de vendre, avoir un peu du carburant. C'est alors savoir aussi qu'ils mettent à la disposition des étudiants. Vous voyez, mais on fait semblant. Aujourd'hui, on n'a même pas des imprimeries qu'on a dans les universités pour imprimer des syllabus. Nous voulons encore commencer notre année académique en basculant directement dans le système LMD. Et tout ça, ce sont des problèmes. On va les résoudre comment? C'est pour cela que nous disons qu'on y va un peu vite. Que son Excellence, Monsieur le Ministre, a tout notre soutien. Il doit faire un effort pour faire comprendre au gouvernement qu'on régularise quand même des problèmes qui se trouvent au niveau de l'issue. Je pense bien que ça sera quelque chose de très important. Et c'est qui est sa vision d'avoir une nouvelle université en République démocratique du Congo va se concrétiser. Mais professeur Jeannot, dites-nous un peu parce que vous avez pris part aux assises des États généraux, vous n'avez pas eu à soulever lors de ces assises le problème du réajustement des salaires des enseignants? On a parlé de ça. Moyens de transport, tout ça, on a parlé de ça dans le panel 6, numérisation, gestion des ressources
humaines. On a parlé de ça, gestion des ressources financières, gestion des unités de production des universités, des unités de production. On a parlé de ça. On a même fait des propositions que je ne saurais pas dire dans une chaîne de radio, que je ne saurais pas dire. On a fait même des propositions au gouvernement, comment un professeur émérite, quel est le salaire qu'un professeur émérite peut toucher, un professeur ordinaire, un professeur associé, un chef de travaux, un assistant de premier mandat, un assistant de deuxième mandat, un administratif. On a fait des propositions. Maintenant, c'est la mise en place qui pose des problèmes à la République du Congo. Si c'est l'argent pour partager aux députés, aux membres du gouvernement, ça va sortir très vite. C'est les jeeps. Maintenant, si c'est pour maintenant les suites qu'on veut redresser pour faire... Parce que ces députés-là ont été formés par les enseignants. Allez, on ne le fait pas. Moi, je suis en train de former des gens, j'ai des étudiants que je forme. Monsieur... Demain, ils postulent, ils deviennent députés. Ils vont commencer à toucher les salaires plus que moi. Professeur, c'est un constat amer en tout cas. À RDC, on pense que, puisque ici où nous vivons, nous avons la réalité de ces pays, on pense que les enseignants sont un tout petit peu négligés. Parce que si vous voyez le président de la République, vous voyez les ministres, vous voyez les députés, vous voyez différents cadres du pays, ils ont été formés par un enseignant quelque part. Mais si vous essayez de voir les conditions de vie de cet enseignant, en tout cas, ça laisse à désirer. Je vous assure que c'est ça le problème. J'étais pendant les états généraux. J'ai vu le professeur émérite venir. Vous faites la lecture aux yeux comme ça d'un professeur émérite qui vient siéger dans les états généraux. Vous avez même pitié. Hein? Les gens veulent qu'on puisse se bagarrer à un certain moment, qu'on dise, bon, ces intellectuels ici, des fois ils réfléchissent ou pas. Par quel mécanisme nous devrons faire entendre notre voix? Un professeur émérite qui est dans une maison, par exemple, de l'État, logé avec sa famille, demain, après-demain, il décède, par exemple, ou il meurt, et vous voyez, 6 mois après, la famille est chassée de cette maison. Ils vont aller où? Ils vont aller. Le 3e âge de ces professeurs émérites. Ils vont aller. Le 3e âge de ces professeurs émérites. Ils vont aller. Le 3e âge de ces professeurs émérites. Ils vont aller. Le 3e âge de ces professeurs émérites. C'est le gouvernement. C'est-à-dire le secteur de l'ESU, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, que ce soit même au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Là, on regarde, on ajoute des 40 000 francs. Et vous allez voir quand on dit, on va réajuster les salaires par rapport à ce qui a été dit dans les états généraux. Vous allez voir sur les assistants là-bas, si c'est 200 000, c'est 260 000 là-bas, on va ajouter 40, ça va faire 300 000. En même temps, c'est lui qui forme les gens qui seront demain députés, qui seront demain ministres. Et lui, il est ministre, il touche autant, par exemple, 8 000, 6 000 $, et celui qui est enseignant touche $300, 1 000 $, 1 million, 2. Ça ne se comprend pas. C'est comme ça que je disais, si le gouvernement ici, lorsqu'il y a eu passation de pouvoir dans ces pays, on ne fait pas la politique, mais on est quand même congolais, on est obligé de faire une analyse là-dessus. Créer des réformes, c'est calculer toute la masse, la masse monétaire en République démocratique du Congo en termes de revenus et définir les clés de répartition. Voilà ce que nous avons comme argent en République démocratique du Congo chaque mois. Et on définit une clé de répartition en termes de pourcentage. Le président de la République autant, le premier ministre, le président du Sénat autant, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les députés, les enseignants, le militaire, tout ça. On fait une répartition. Ça aiderait parce que... Les autres 15 000, les autres 25 000, les autres 80 000, les autres $100, c'est quoi? Une répartition et pourtant, équitable. Hein? Nous tous, nous sommes des Congolais. Exactement. Et cet argent provient des Congolais. Personne n'amène l'argent. Quand vous êtes élu député, vous n'amenez pas l'argent au gouvernement congolais. Vous n'amenez pas l'argent à la République du Congo. Cet argent provient des citoyens congolais à partir des impôts, à partir des taxes, exactement, à partir des entreprises de l'État congolais. Et quand on parle de l'État congolais, c'est nous tous. Mais comment on doit faire cette répartition? Où on trouve les autres sont privilégiés et les autres ne sont pas privilégiés. Surtout l'enseignement. Mais je vous assure, mademoiselle, pour cette fois-ci, je pense bien que nous allons faire un effort pour faire entendre notre voix. Et l'enseignant doit être considéré en République démocratique du Congo. Et ça,
Je vous assure. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont prioritaires. J'espère qu'après la mécanisation et le réajustement du salaire, je l'espère bien, des 300 doctorates, après suivra l'autre problème que vous venez d'évoquer, parce que de nos jours, nous avons ces élèves, ces étudiants qui n'aspirent plus à devenir enseignants, parce que pour eux, on leur décide et que vous le devenez, c'est une souffrance. Et quelque part, ça nous fait un peu mal. On dit que les enseignants sont des personnes qui souffrent. Nous, lorsqu'on entend ça, parce que je suis journaliste aujourd'hui, j'ai été formée. Il y a un enseignant, en tout cas, qui m'a doté de son savoir, qui m'a capacité. Et lorsque je vois les conditions dans lesquelles mon enseignant évolue, mon professeur, en tout cas, quelque part, ça me fait mal. J'espère que mon pays, en tout cas, le gouvernement actuel va, en tout cas, améliorer les choses. Je vais vous faire choquer. Je vais vous faire choquer pour vous montrer que l'enseignant souffre en dictature du Congo. Pour me marier, moi, à une fille, je me suis caché de ne plus dire à la fille que je ne suis pas enseignant. Et vous trouvez ça normal? Vraiment. Ah, si t'es enseignant en direct, c'est lui, c'est 500 Si je dis que non, je suis enseignant, on dit, bon, est-ce que je vais commencer à manger les papiers? Écoutez un peu la réponse. Il y a de ces parents là qui disent non, ma fille, tu seras mariée par un enseignant. Niet, tu vas souffrir. Vous voyez. Et ça vraiment, dans ces pays, on doit comprendre. On doit cacher. Et c'est vers, quand on commence à terminer la dot, là, que les gens commencent à découvrir. Après, je dis, bon, je suis consultant dans telle entreprise, je suis tel consultant dans telle entreprise. On dit, bon, mais ce qu'il aura dans ces entreprises-là avec les papiers qu'il touche au niveau de l'enseignement, notre fille peut vivre. Vous voyez vraiment que c'est normal dans ces pays. Et ce n'est pas. Ça, nous ne pouvons pas encourager. Vous avez les jeunes assistants qui sont très compétents. Les jeunes assistants, vous les voyez très compétents. Ils ont la possibilité, même si l'État met des moyens pour eux, ils peuvent devenir docteurs dans moins de 4 ans. Est-ce que l'État aussi soutient les étudiants qui ont l'ambition, les assistants qui ont l'ambition de soutenir leur thèse? Nous avons dit ça dans les états généraux, l'école, la formation doctorale et les relèves académiques, le panel, le 7e panel. On a traité de ça. Et maintenant, il faut que l'État, parce qu'on a dit dans 15 ans, l'État doit nécessairement mettre des moyens pour que dans 15 ans que nous puissions avoir des professeurs. Quand on dit 300 professeurs, si vous divisez par 26 provinces, ça vous fait en moyenne 11 provinces par 11 et qui ne sera pas facile, il y aura des capillages. Voilà, 11 par province. 11 enseignants par province. 11 enseignants par province. Okay. Pour combien d'enseignants par faculté, par département? Là, c'est notre problème. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop vite avec le chiffre. C'est vraiment insuffisant. Et puis, moi, je pense qu'il fallait d'abord répertorier les nombres total des docteurs, des enseignants, docteurs à thèse qui ont déjà soutenu leur thèse, mais qui ne sont pas encore mécanisés. Et sur la base, aussi la liste. Il faut publier la liste en avance pour dire nous avons autant. Justement. Telle université, nous avons autant. Telle université, nous avons autant. Et voilà, et par rapport à ça, voilà ce que nous faut. Parce que 300, nous encourageons, c'est bon, mais c'est insignifiant par rapport à la capacité démocratique. À des fois, on a l'impression que c'est un chiffre qui a été cité juste comme ça. Bon, on ne sait pas, le ministre est entouré des experts. Les statistiques que vous venez de faire tout à l'heure, imaginez, professeur, 11 enseignants par province. Oui, normalement 11 provinces. Il y a aussi des facultés, faut voir. Il y a des facultés, il y a des départements, il y a des spécialistes, il y a des enseignants généralistes. C'est-à-dire, on va se retrouver, par exemple, dans les 300 là-bas, pour votre université, vous avez qu'un enseignant, ou vous avez 10 facultés, vous avez 5 facultés. Vous voyez, c'est encore un problème. L'État doit investir dans la recherche. Ceux qui sont prêts avec leurs projets de thèse, ils peuvent être soutenus, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Exactement. Et on peut produire rapidement là des professeurs pour qu'ils s'occupent de la formation de la jeunesse congolaise. Exactement. Je pense que 5 ans après, c'est un peu, c'est beaucoup, hein. Faudrait qu'il y ait les états généraux, peut-être 2 ans après pour statuer sur la mise en vigueur des différentes décisions prises au cours de ces assises. Donc, s'il faut attendre encore 5 ans, je crois que c'est trop. Non, je pense 5 ans, on doit évaluer et ajouter d'autres points. Ce que nous avons traité. Pourquoi pas 2 ans après? Non, on doit d'abord expérimenter parce que le programme de l'enseignement, on l'expérimente au moins 5 ans. Parce que quand nous disons LMD, son excellence a dit, c'est 2021-2022. On doit faire 5 ans pour évaluer. Et nous avons basculé dans le système LMD. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Mais la mise en application de ces résolutions des États généraux ne demande pas 5 ans. C'est déjà d'application au moment où nous parlons. Ce que nous faisons, nous autres ici, c'est la vulgarisation.
on peut le faire à travers le média, on peut le faire à travers des conférences, à condition que les gens comprennent, chacun à son niveau, quelle est sa part de responsabilité pour que nous puissions nécessairement avoir une nouvelle université en République du Congo. L'autre problème dont nous souffrons, qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment mise en vigueur de ces résolutions, c'est les changements de gouvernement. Vous verrez peut-être d'ici 5 ans, on aura un autre ministre des élus, qui aura une autre équipe, avec une autre vision. Peut-être qu'il y aura des incompréhensions en rapport avec les décisions prises par vous, corps professoral que vous êtes. Je crois qu'il y aura encore un autre problème. Parce que c'est l'autre là qui viendra après Moïndo Zangui avec sa vision, avec son équipe qui va vous montrer que c'est elle qui connaît bien faire les choses. Je crois en tout cas ça ne va pas permettre en tout cas le bon avancement en tout cas, de la mise en vigueur de ces résolutions. Je pense bien que le gouvernement doit trouver un mécanisme, le parlementaire doit se saisir de la question. C'est ça. Pour qu'on les traite, qu'il y ait ce que nous appelons la continuité. C'est ça. La continuité qui est interrompre, changer. Nous avons connu ça même au niveau de l'ESU. Vous voyez, quand son excellence est entrée, il y a eu contrôle de viabilité. Et pourtant, le ministre sortant, il y a eu aussi des contrôles de viabilité. On a traité ça dans les États généraux. Exactement. Vous êtes une institution, une université, vous faites le démarche jusqu'au niveau du ministère pour un dossier, peut-être d'homologation des diplômes ou de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement. Subitement, on change le gouvernement, on change le ministre. Il y a un autre ministre. Vous êtes obligé de recommencer à zéro. Et vous vous appelez, on dit non, on n'a pas retrouvé les dossiers. Vous voyez? Peut-être on le fait sciemment pour commencer avec sa vision. Nous avons relevé ça dans les États généraux. Je ne pense plus que ça ne va plus se répéter. Si ça se répète, nous serons là pour... Non, moi je ne peux pas accepter. On commence à faire les contrôles de viabilité par chaque gouvernement, par chaque ministre. On change le ministre, on vient, on fait les contrôles. Non. Les résolutions ici, même si Moïndo Zangui, on organise les élections en 2023, il ne revient pas ministre de l'ESU, mais nous allons appliquer les résolutions des États généraux. Mais pourquoi il ne doit plus revenir, madame ministre? Écoutez, nous avons fait des années. Il faut quand même louer la capacité managériale de quelqu'un. Nous avons fait 25 ans dans ces pays. Nous n'avons jamais organisé les États généraux. Combien de ministres sont passés à la tête de ces ministres? Pourquoi, par exemple, le gouvernement, au nom du gouvernement, par exemple, on donne quand même un diplôme de mérite? Parce que pour faire accepter au gouvernement, au conseil de ministres, l'organisation des États généraux, Moïndo Zangui est quand même alloué. Même si les gens disent qu'il y a des erreurs dans des prises de décision. Mais regardons d'abord le côté positif. Des côtés positifs de la personne. Ouais, organiser les États généraux après 25 ans. Et plus de 300 recommandations, résolutions. Ce n'est pas facile à faire. Nous avons siégé, nous avons vu le ministre somnoler même dans la salle. C'est pour vous dire, c'est-à-dire, il voulait être présent à chaque instant. Il peut entrer dans la salle dans les avant-midi, jusqu'à les après-midi, et tard dans la soirée, il doit revenir pour clôturer le plénière qu'on organisait. Vous voyez, ça c'est une volonté. Pourquoi dire, par rapport à ça, même si on va organiser les élections en 2023, on vous donne déjà la possibilité au nom du gouvernement de revenir pour continuer avec votre vision. C'est qui serait une bonne chose. Même après 5 ans, qu'on voit un peu les résultats, si avec tout ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'il est en train de faire, on peut avoir une nouvelle université en RDC. Qu'il commence avec 300 mécanisés, et demain, les histoires changent, et il n'est plus ministre, l'autre vient, il dit non, cette liste-là, nous avons vu ça. Cette liste de 300-là, non, il y avait des fraudeurs. Il faut changer, il faut refaire encore. Et nous allons évoluer. C'est prévisible. C'est comme ça. Quand on change, je pense bien que sur les 300 qui sont sur la liste là-bas, on va changer. L'autre qui viendra, il va aussi chercher à mettre les noms de ses enfants et les noms de ses amis et tout ça. Ça sera du cafouillage. Et avec ça, nous n'allons pas évoluer. C'est comme ça que vous voyez, les gens n'aiment pas rester, surtout en matière d'enseignement, figé totalement en République du Congo. Il faut aller peut-être ailleurs, vous trouverez que l'enseignant est considéré, tout le monde est considéré. Là, j'imagine qu'il y a déjà de coups de fil. Allô, bonjour, moi c'est tel, je suis votre neveu. Moi, on essaie un peu de lier je sais pas, de créer les affinités de manière à ce que nous puissions figurer sur la liste de ces 300
enseignants, en tout cas, professeur, voici ma crainte. J'ai l'impression que, parce que le ministre des tutelles avait dit dès le mois prochain, l'annoncé que dès ce mois prochain, il y aura mécanisation de ces enseignants. Nous espérons qu'il n'y aura pas de grève au cas où il ne tient pas parole, parce que c'est ça aussi le problème. Non, vous savez, parce que les professeurs aussi, c'est une lueur d'espoir. Le grève, c'est un mécanisme de faire pression au gouvernement. Parce que le ministre a dit tout haut, c'est une responsabilité qui revient au gouvernement. Et le mois prochain, on doit voir ces 300. Professeur à thèse ou docteur à thèse être mécanisé. C'est une parole de son excellence, monsieur le ministre, qui engage directement le gouvernement. Exactement. Et lorsque le mois prochain, on trouve que les gens ne sont pas mécanisés, nous devrons chercher de faire pression. Pour faire pression et que les gens ne puissent, que le gouvernement puisse entendre notre voix et que le président de la République puisse s'imprégner sur la parole dite par son excellence, monsieur le ministre, qu'on voit les 300, malgré que jusque-là, nous ne connaissons pas qui sont sur la liste de ces 300. Mais d'abord, les 300, là, peut-être c'est mon neveu qui sera là et que moi, je ne serai pas là. C'est déjà dans la famille, nous avons déjà un professeur mécanisé. Ça fait l'honneur de la famille, ça fait l'honneur de notre pays. Il n'y a pas un autre moyen de faire pression au gouvernement qui la grève, parce que lorsque vous déclenchez les grèves, généralement, ce sont les étudiants, les élèves qui en souffrent. Non, je pense que les grèves, on organise ça en dernière position. C'est-à-dire, il y a des lettres qu'on écrit. Il y a des lettres de rappel qu'on fait régulièrement. Vous voyez? Mais à un certain moment, les gouvernements congolais aiment ça. Vous voyez? Quand les enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel menacés de gréver, de ne plus reprendre avec la rentrée scolaire. Voilà, on a ajouté 40 000. Malgré ça, il y a certains même qui sont en grève. Vous voyez? Mais nous, on a promis. On ne dit pas seulement moi. Vous voyez? On a dit 300. Nous voulons voir les 300. Et ça, c'est très important. Et dès que le mois d'octobre termine, nous observons encore au mois de novembre, il n'y a rien qui s'est fait. À ce moment-là, les structures des syndicats, de tous ces gens-là, ils doivent rappeler au gouvernement. Nous, on ne commence pas la grève directement. On rappelle au gouvernement, on rappelle à son excellence, voilà, la décision prise. Mais jusque-là, nous attendons. Et lui aussi, il va faire pression au premier ministre, chef du gouvernement, au chef de l'État, pour instruire le ministre des budgets et que les listes qui proviendront du secrétariat général vers le ministère du budget, qu'on puisse mécaniser les gens et réajuster le salaire des autres qui sont déjà nommés PA, les autres nommés chefs de travaux et touchent comme assistants et les autres pour que cette situation soit totalement décanté. Nous sommes en train d'étendre petit à petit vers la fin de ces programmes. Notre souhait, professeur Jeannot, est que d'ici quelques années, que l'image de l'enseignant puisse en tout cas changer. Lorsque nous parlons de l'enseignant, même lorsque ces derniers va souhaiter, je ne sais pas, aller douter dans sa belle famille, ne souhaiterait pas se faire passer sous une autre casquette en disant que non, je suis DRH dans telle entreprise, comme c'était les cas, vous nous avez fait rire un peu. Bon, je l'ai fait. Non, en fait, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Je pose même la question à certaines étudiantes. Parmi les gens que vous voulez qui puissent vous prendre à mariage, on cite toujours des GDA, OCC, un député, un ministre. Les enseignants, on les cite. Et nous allons demeurer célibataires jusqu'à quand? Ces ministres ont été formés par qui? Les ministres sont formés par les mêmes enseignants que nous sommes. C'est grave. Les ministres sont formés, les députés sont formés par nous. Mais pourquoi ne pas voter des lois à notre avantage? Mais j'aurais voulu que nous parlions de ce point un peu prochainement, mais je vais quand même l'aborder vers la fin, pour quelques temps. Professeur, je nous parle un peu de la corruption au sein du système éducatif congolais. L'un des facteurs, soit parmi les facteurs qui favorisent la corruption, nous pouvons aussi citer comment je vais dire, la non-mécanisation des enseignants par rapport à la médiocrité de leur salaire. Aussi, je ne sais pas si ces facteurs aussi entrent aussi en compte pour ce qui est de la corruption, parce que je me pose la question de savoir, vous l'avez soulevé tout à l'heure, un enseignant, un étudiant qui vous paye les transports chaque fois, parce que ça lui fait mal de vous voir marcher. Non, professeur, vous n'êtes pas véhiculé.
prenez, si vous êtes véhiculé, prenez pour les carburants. Si vous n'êtes pas véhiculé, prenez pour la moto pour les véhicules. Au fur et à mesure, si cet étudiant revenait pour vous dire, non, professeur, j'échec dans votre cours, je peux avoir 2 points. Vous serez dans une position de faiblesse de lui refuser ces points. Non, vous n'allez même, l'étudiant ou l'étudiante, vous n'allez même pas, il ne va plus vous demander. C'est déjà une dette morale. Une dette morale. Donc, cette étudiante, quand même, quand je viens, elle me regarde en train de somnoler devant, en train de donner cours, dit, bon, le monsieur apparemment, il n'a pas mangé, part chercher un sucré, c'est l'équipe promotionnelle, je ne sais pas, leur secrétaire. Mon pays. On met devant là, et tout ça, et à la sortie, vous voyez les chefs de promotion venir prendre le sac et tout ça. Et à la fin, ils vous envoient une liste. Ouais, ça, c'est l'équipe promotionnelle. Et c'est quoi ça vraiment? Vous voyez? Et tout ça, je pense bien que ça favorise la corruption. Vous avez totalement raison. Tout ça. Vous prenez un jeune assistant, comme nous avons des assistants qui donnent cours actuellement. Ils sont devenus même professeurs de cours, mais il est encore assistant. Pas même une thèse. Il est nommé assistant. Il n'est pas mécanisé. Il ne touche même pas une prime locale. Prime locale dans l'université là où il ne touche même pas ça. Mais il est enseignant titulaire d'un cours, par exemple, de 120 heures, dans une promotion de 500 étudiants. Il viendra toute année donner ces cours-là, sans rien recevoir. Il va mettre des interros avec des papiers qui se vendent 1000 francs avec les noms déjà. C'est des TP, il vous oriente même là où vous allez faire des recherches. Il va chercher tous les mécanismes. Vous voyez? Et à la fin, il va vous poser un truc que vous n'allez pas vous retrouver. Et il va même... Vous savez, la corruption au niveau de l'enseignement supérieur universitaire s'organise. Il peut même travailler quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, pour commencer à prendre l'argent et lui fait semblant. Nous voyons ça. Il fait semblant comme si ce n'était pas lui. Vous venez là, il vous gronde même. Mais on vous dit que non, il y a quelqu'un à côté là-bas, c'est son frère. Mais c'est la réalité, hein. Vous voyez? Et vous allez chez son frère là, vous n'avez jamais assisté au cours, tout ça, vous vous retrouvez avec 10, 12, 13 et tout ça. Mais si les messieurs assistants, chefs de travaux, professeurs là, est payé normalement, un assistant vous touche chaque fin du mois, même $2000. Qui viendra faire ces bêtises? Il aura peur d'être sanctionné par le chef d'établissement. Il aura peur de perdre son travail. Exactement. $1000 chaque fin du mois pour un assistant de premier mandat. 1500 pour celui de deuxième mandat. $2000 pour un chef de travaux, par exemple. Un docteur à thèse, par exemple, si il n'est pas encore nommé, il est même à $3000. Un professeur associé, il est même à 3500. Un professeur, il est à 4000. Un professeur ordinaire, il est même à 7000. Un professeur émérite, il est à $10,000. Vous viendrez blaguer avec les enseignants? Que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Je ne pense pas. Quel est l'étudiant ou l'étudiante qui va s'approcher devant l'enseignant pour lui donner 1000 francs ou $10? Vous voyez que nous ne voulons pas nous-mêmes changer des choses. Exactement. Et ce que je vous dis, si nous les mettons en pratique, on ne parlera pas de la corruption et même la vente des syllabus au niveau des universités en réventure du Congo. Voilà, je crois que prochainement nous allons encore une fois revenir sur cette histoire de corruption parce que c'est très important, parce que il y a des questions comme ça qui se posent. Vous voyez quelqu'un qui a fini ses études universitaires, son parcours, mais il n'a pas un bagage assez consistant. Il est engagé quelque part mais n'arrive pas à se défendre. Comment expliquer? Et si vous essayez de faire le suivi, cet étudiant a obtenu son diplôme, je sais pas, son diplôme c'est académique, avec peut-être 70%, peut-être qu'il s'est même distingué, mais par rapport au bagage intellectuel dont il se dispose, ça laisse à désirer. Je crois que nous aurons le temps d'en parler prochainement. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir, professeur Jeannot Mpagna. Vous êtes directeur général des l'ISTEL, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. En tout cas, merci pour l'opportunité et je salue tous les auditeurs qui nous ont suivis. Je tiens à encourager son Excellence, Monsieur le Ministre, dans les réformes qu'il est en train de faire au niveau de l'ISU, et je salue tous les collègues enseignants, directeurs généraux et recteurs des universités partout en République du Congo. Merci mesdames, messieurs, ce sera donc la fin de ces programmes Héritage Matin. Je dis merci à Gervais Kyungumbayo qui était du côté de la réalisation et de la mise en onde. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis partout à Lubumbashi, sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Ruth Koutemba ajouté devant ces micros. J'aurai le réel plaisir de vous retrouver demain avec notre invité pour débattre sur une autre question. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes et à très vite.